Dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge a subi des pertes dévastatrices. Cependant, une ténacité implacable et une capacité de récupération impressionnante ont marqué le début d'une série d'offensives à grande échelle contre les forces allemandes et leurs alliés sur le front de l'Est. Ce renouveau militaire est devenu évident après la brutale bataille de Stalingrad, une confrontation qui a non seulement infligé une défaite catastrophique aux forces allemandes, mais qui est également devenue un tournant décisif dans la guerre. C'est à ce moment-là que les troupes de l'armée rouge ont commencé à voir leurs ennemis reculer. Après la victoire à Stalingrad, les forces soviétiques ont lancé une série d'offensives stratégiques dans le but d'expulser les Allemands des territoires occupés et d'avancer vers le cœur de l'Europe centrale. La libération de l'Ukraine a été une étape cruciale dans cette campagne. L'Ukraine, avec son vaste territoire stratégique et ses riches ressources, est devenue le théâtre de certaines des batailles les plus féroces et décisives du conflit. Des villes comme Kiev, Kharkiv et Jytomyr ont été témoins de combats intenses entre les forces soviétiques et allemandes. Avec l'Ukraine sécurisée, l'armée rouge a dirigé son avancée vers l'ouest et le sud-ouest à travers la vaste plaine hongroise. Le 6 octobre 1944, ils ont lancé l'opération Debrecen, destinée à détourner l'attention et les ressources allemandes d'autres fronts, comme celui de l'ouest et celui de Leningrad au nord. L'objectif principal était de déclencher une attaque surprise et rapide pour sécuriser la région orientale de la Hongrie et faciliter l'avancée vers Budapest. L'opération impliquait plusieurs fronts de l'armée rouge, y compris le 2e front ukrainien et le 4e front ukrainien sous le commandement du maréchal Rodion Malinowski. Une force considérable de troupes soviétiques, comprenant des chars, de l'artillerie et des forces aériennes, a été déployée pour mener l'offensive. Pour la défense de Debrecen, les Allemands ont engagé plusieurs divisions, y compris des unités des Waffen-SS. Ces forces faisaient partie de la structure de défense du groupe d'armées sud de l'Allemagne et du groupe d'armées sud de la Hongrie, qui opéraient dans la région dans le cadre du front de l'Est. Le 11e corps d'armée allemand, l'une des unités clés de la défense de Debrecen, comprenait plusieurs divisions d'infanterie, blindées et de soutien, chargées de sécuriser la région et de protéger les flancs de l'avancée soviétique. Parmi les divisions des Waffen-SS présentes à Debrecen figurait la 1re division Panzer Leibstandart SS, la 2e division Panzer SS Das Reich et la 3e division Panzer SS Totenkopf. Ces divisions, composées de volontaires bien entraînés et considérées comme des unités d'élite, avaient participé à de nombreuses batailles sur le front de l'Est et étaient redoutées pour leur férocité et leur efficacité au combat. Dans les vastes plaines de l'Est de la Hongrie, les troupes soviétiques se sont heurtées à l'artillerie lourde et aux positions fortifiées de l'ennemi, qui utilisait la topographie à leur avantage défensif. Les affrontements au corps à corps étaient fréquents, les soldats se battant avec ténacité pour chaque mètre de terrain gagné. Le combat en terrain découvert laissait également les troupes soviétiques vulnérables au feu de l'artillerie et aux attaques aériennes, ce qui augmentait le danger et l'intensité de la bataille. Dans les zones urbanisées, comme Debrecen, la bataille s'est transformée en une lutte de rue impitoyable. Les rues étroites et les bâtiments fortifiés offraient aux troupes de l'Axe de nombreux points d'embuscade et des positions défensives solides. Les soldats soviétiques ont dû progresser lentement, maison par maison, affrontant une résistance tenace à chaque coin de rue. Pendant les combats à Debrecen, les Allemands ont lancé une série de contre-attaques locales dans une tentative désespérée de contenir l'avancée soviétique et de rétablir leur ligne défensive dans l'est de la Hongrie. Ces contre-attaques, bien qu'elles aient démontré la détermination des Allemands à résister, n'ont pas réussi à inverser de manière significative le cours de la bataille, ni à arrêter l'avancée soviétique. L'une des contre-attaques les plus significatives s'est produite après que les forces soviétiques ont traversé massivement la rivière Tisa le 7 octobre. Face à cette menace, les Allemands ont mobilisé le 3e corps Panzer pour colmater la brèche et ont lancé une contre-attaque pour tenter d'expulser les Soviétiques de la zone. Bien qu'ils aient initialement réussi à forcer la retraite des forces soviétiques du Tisa,
Les contre-attaques allemandes n'ont pas pu maintenir leurs gains à long terme et se sont rapidement retrouvées à reculer à nouveau face à l'avancée ennemie. Une autre contre-attaque significative s'est produite entre le 7 et le 15 octobre, lorsque 5 divisions Panzer allemandes ont été lancées contre les forces soviétiques qui avaient pénétré sur le territoire hongrois. Ces contre-attaques visaient à empêcher les forces soviétiques d'isoler les unités allemandes et hongroises, mais malgré la résistance tenace, les lignes défensives allemandes se sont affaiblies et ont été contraintes de se retirer. Cependant, malgré leur résistance initiale et les nombreuses contre-attaques lancées par les forces allemandes, l'armée rouge a finalement réussi à percer les défenses allemandes et hongroises, capturant la ville de Debrecen le 20 octobre 1944, consolidant ainsi leur position dans l'est de la Hongrie et ouvrant la voie à l'avancée vers Budapest. Tonnerre sur le Danube, l'assaut final sur Budapest. Après la capture de Debrecen, Budapest émergea comme le prochain objectif crucial pour les forces soviétiques dans leur avance en Hongrie. Conscient de l'importance stratégique de la capitale hongroise, tant pour les Hongrois que pour les Allemands, des efforts considérables furent déployés pour fortifier la ville et se préparer à un siège prolongé. Les forces allemandes, avec leurs alliés hongrois, se lancèrent dans une intense campagne de fortification autour de Budapest. Des barricades furent érigées, les défenses existantes furent renforcées et des positions défensives furent préparées à des points stratégiques clés de la ville. En outre, des unités de combat supplémentaires furent mobilisées, prêtes à offrir une résistance acharnée face à l'assaut soviétique imminent. Les forces de l'Axe engagèrent de nombreux éléments de l'armée allemande qui constituaient la colonne vertébrale de la défense de Budapest. Ces forces comprenaient plusieurs divisions d'infanterie, responsables de la défense des positions statiques et urbaines, ainsi que des divisions Panzer, hautement mobiles et équipées de chars, destinées à lancer des contre-attaques rapides et à contrer les avancées ennemies. De plus, les unités d'élite du 9e corps de montagne SS étaient également déployées pour défendre Budapest, incluant 4 divisions de combat, la 13e division Panzer, la 60e division Panzer Grenadier Feldherrnhall, la 8e division de cavalerie SS Florian Geyer et la 22e division de cavalerie volontaire SS Maria Theresia. Toutes ces divisions avaient participé aux combats intenses autour de Debrecen. Entre elles, les divisions ne comptaient guère que 60 chars. Malgré tout, ces divisions, bien entraînées et déterminées, livrèrent bataille avec courage dans les combats urbains et défensifs de Budapest, face à un ennemi largement supérieur en nombre et en ressources. La Luftwaffe déploya une variété de ressources à Budapest pour contrôler l'espace aérien et fournir un soutien aérien rapproché aux opérations terrestres. Cela comprenait des canons anti-aériens distribués stratégiquement autour de la ville, des pièces légères aux canons lourds. Opérés par un personnel hautement qualifié, ces canons étaient prêts à affronter toute attaque aérienne ennemie et à protéger les points névralgiques de la ville. Quant aux avions, la Luftwaffe disposait de chasseurs et de bombardiers équipés d'armements lourds, ainsi que d'avions de reconnaissance pour recueillir des informations sur les fortifications ennemies et les zones stratégiques. Ces ressources jouèrent un rôle crucial dans l'effort de guerre à Budapest, fournissant une défense aérienne et une capacité offensive contre les forces ennemies. La Kriegsmarine se montra également présente lors de la défense de Budapest. Bien que la Kriegsmarine fût principalement connue pour ses opérations maritimes, sa participation au théâtre fluvial s'avéra cruciale pour maintenir les lignes de ravitaillement ouvertes et assurer la communication vitale entre Budapest et les forces allemandes déployées dans la région. Le Danube, l'un des principaux cours d'eau d'Europe centrale, joua un rôle fondamental dans le transport des approvisionnements et des troupes vers et depuis Budapest. La Kriegsmarine déploya des unités de défense côtière le long des rives du Danube et d'autres cours d'eau voisins pour protéger les voies fluviales des attaques ennemies et assurer le passage sûr des convois et des navires de ravitaillement. Outre la défense côtière, la Kriegsmarine fournit également du personnel et des ressources pour des opérations fluviales, le transport de troupes
et de ravitaillement, et le soutien logistique sur le Danube et ses affluents. De son côté, pour la défense de Budapest, la Hongrie déploya un grand effort pour mobiliser des forces afin de protéger la ville, malgré une situation difficile. L'armée hongroise, bien qu'ayant été mobilisée en grand nombre, était mal équipée et avait subi des défaites précédentes sur le front de l'Est. Le moral et la confiance envers le gouvernement hongrois, surtout après des années d'alignement avec l'Allemagne, étaient bas, ce qui affectait l'efficacité des troupes. Pour renforcer la défense, des volontaires furent appelés et des unités paramilitaires, comme la garde de la patrie, furent organisées pour soutenir l'armée régulière. Cependant, ces forces manquaient de formation et de ressources pour faire face à une offensive aussi massive que celle qui se préparait. La situation fut aggravée par la pression constante exercée par l'avancée soviétique et la détérioration des communications et de la logistique. L'importance stratégique de Budapest en tant que capitale hongroise et important centre de communication et de transport ne passa pas inaperçue aux stratèges militaires allemands et hongrois. La ville se trouvait dans une position centrale au sein du territoire hongrois, ce qui en faisait un point d'intérêt pour les défenseurs comme pour les assaillants. De plus, Budapest avait une signification symbolique et politique importante. Sa capture représenterait un coup dévastateur pour le régime hongrois allié aux Allemands et affaiblirait encore davantage la position de l'Axe en Europe centrale. D'un autre côté, maintenir la ville dans les mains de l'Axe était crucial pour préserver tout espoir de stabilité en Hongrie et maintenir une ligne de défense clé sur le front de l'Est. Le rugissement du siège. Les premiers combats à Budapest. Le 29 octobre 1944, les troupes soviétiques, appartenant au deuxième front ukrainien de Rodion Malinovski, lancèrent leur offensive contre Budapest. Plus d'1 million d'hommes, répartis en 2 groupes opérationnels, avancèrent pour isoler la ville du reste des forces de l'Axe. Le plan stratégique était clair: encercler Budapest et éliminer toute possibilité de renfort ou de ravitaillement pour les troupes piégées à l'intérieur de la ville. L'intensité du bombardement et la coordination entre les unités soviétiques furent des aspects marquants de cette offensive, qui visait à miner le moral et la capacité de résistance de l'ennemi dès le début. Les premières semaines de combat furent intenses et chaotiques. L'armée rouge, accompagnée par des éléments de la 53e armée et de la 7e armée de la garde, avança rapidement vers les banlieues de Budapest, rencontrant une résistance féroce de la part des défenseurs, composée d'unités de l'armée allemande, des Waffen-SS et de l'armée hongroise, qui s'étaient déjà retranchées pour défendre la ville. À la tête des défenses se trouvait le général des SS, Karl Pfeffer-Wildenbruck, commandant du 9e corps alpin des Waffen-SS. Les troupes d'élite allemandes, étant des unités bien entraînées et équipées de l'Axe, employèrent des tactiques agressives pour contrer l'avancée soviétique lors des premiers combats à Budapest, luttant dans des affrontements de rue où le terrain urbain favorisait leur style de combat mobile et létal. De plus, elles parvinrent à organiser la défense dans des zones critiques de la ville, établissant des positions fortifiées et déployant de l'artillerie lourde pour repousser les attaques ennemies. Leur formation en tactique d'assaut leur permit de lancer des contre-attaques audacieuses pour tenir l'ennemi à distance et récupérer le terrain perdu. Mais malgré leur courage et leur détermination, les forces des SS subirent de lourdes pertes en raison des attaques féroces des Soviétiques et des bombardements constants. Cette situation entraîna une diminution de la capacité de combat des divisions au fur et à mesure que le siège de Budapest avançait. Le 7 novembre 1944, les troupes soviétiques et roumaines réussirent à pénétrer dans les banlieues de l'est de Budapest, s'approchant dangereusement du centre historique de la ville, à seulement 20 km de distance. Cependant, la résistance allemande et hongroise se poursuivit, même si les forces de l'Axe étaient clairement en infériorité numérique et logistique. La ténacité des défenseurs deviendrait une caractéristique distinctive de la bataille, prolongeant les combats et ajoutant de la complexité aux avancées soviétiques. Après une brève pause dans les opérations,
l'armée rouge reprit son offensive le 19 décembre, intensifiant encore plus les combats et la souffrance à Budapest. Le 26 décembre, les troupes soviétiques parvinrent à compléter l'encerclement de la ville en prenant une route qui reliait Budapest à Vienne, isolant complètement Budapest du reste du territoire contrôlé par l'Axe. En conséquence de cette connexion soviétique, près de 33 000 soldats allemands et 37 000 Hongrois, ainsi que plus de 800 000 civils, se retrouvèrent piégés dans la ville. À mesure que les affrontements s'intensifiaient, la population civile subit énormément les conséquences du siège. Le leader hongrois Ferenc Szalasi, soutenu par les nazis, avait déjà fui la ville en décembre, laissant ses citoyens à la merci de l'avancée soviétique et des dures conditions du siège. Le 26 décembre 1944, Budapest fut déclarée ville-forteresse, une désignation qui impliquait que la ville devait être défendue jusqu'au dernier homme, sans autorisation de retraite ou de reddition de la part des forces de l'Axe qui la défendaient. Alors que le siège se prolongeait, et avec les conditions humanitaires et militaires qui se détérioraient de plus en plus pour les forces de l'Axe et la population civile piégée, le besoin de négocier une reddition commença à se faire sentir. Au cours de la nuit du 28 décembre, les fronts ukrainiens tentèrent d'établir un contact avec les Allemands assiégés pour entamer des négociations de capitulation. Cependant, les espoirs d'une résolution pacifique furent rapidement anéantis lorsque les tentatives de négociation se transformèrent en affrontements mortels. Les émissaires soviétiques, qui étaient venus avec la promesse de conditions humaines et d'une reddition sans violence, se heurtèrent à une réponse hostile de la part des troupes de l'Axe. Héros et défis. Les premiers efforts de sauvetage à Budapest. Le 24 décembre 1944, avant la fermeture définitive de l'encerclement, Adolf Hitler avait ordonné au 4e corps Panzer SS et aux 96e et 712e divisions d'infanterie, avec environ 200 chars et 60 000 hommes, de se mobiliser vers la Hongrie sous le commandement de l'Obergruppenführer SS Otto Gill, qui avait été décoré pour avoir brisé l'encerclement de Tcherkassy. Himmler télégraphia à Gill pour lui dire qu'Hitler l'avait choisi parce qu'il avait la plus grande expérience des situations d'encerclement et parce que son corps Panzer avait prouvé être le meilleur sur le front de l'Est. Le commandement du groupe d'armées sud-allemand et Guderian n'était pas d'accord sur l'utilisation des unités regroupées, mais il y avait un consensus général sur le fait que Budapest devait être abandonnée et que la fuite devait être approuvée dès que possible. Cette suggestion fut faite à Hitler presque quotidiennement, mais en vain. Le choix entre deux routes de secours différentes était difficile à faire. Une offensive sur Székesfehérvár au sud, nom de code Pola, qui impliquait une plus grande distance, aurait nécessité plus de carburant et retardé l'arrivée des troupes de 5 jours. L'alternative, une offensive au nord, nom de code Konrad, impliquait une distance plus courte et offrait l'élément de surprise, mais comportait plus de risques en raison du terrain. Bien que Guderian ait préféré l'opération Pola, son représentant, le général-oberst Walter Wenck, fut persuadé par les arguments du groupe d'armées sud-allemand, et le commandement suprême opta finalement pour l'opération Konrad, plus rapide. Les unités regroupées commencèrent à se déplacer vers la Hongrie le 28 décembre, dans l'espoir que les soviétiques n'aient pas encore établi de solides positions défensives. Le commandement allemand ordonna de lancer l'attaque avant l'arrivée complète des troupes allemandes. À ce moment-là, seulement 32% de la 5e division Panzer SS Viking, 66% de la 3e division Panzer SS Totenkopf et 43% de la 96e division d'infanterie étaient sur place, et il n'y avait aucune trace de la 711e division d'infanterie. Le regroupement ne serait achevé que le 8 janvier. Guderian arrive à Tata le 7 janvier pour superviser l'opération. Károly Berekfi, ministre de la Défense du gouvernement de Szálasi, offrit la participation des troupes hongroises. Cependant, ces forces,
la première division des hussards, la deuxième division blindée et la 23e division de réserve étaient trop épuisées pour être utilisées. Dans la nuit du 1er janvier 1945, le 4e corps Panzer SS, maintenant intégré à l'armée-gruppe Balk, avec seulement la moitié des effectifs déjà arrivés à Komárom, lança l'opération Konrad Prehn en menant une attaque surprise dans la région de Tata, Almas-Fudzito, tandis que la 96e division d'infanterie, traversant le Danube depuis le nord sur des bateaux d'assaut, établissait 2 têtes de pont derrière les troupes soviétiques. Les 2 bataillons du groupe de combat hongrois SS NE furent déployés pour la première fois, attachés en tant que grenadiers anti-chars aux divisions Panzer SS Wiking et Totenkopf. Les attaquants capturèrent la colline de Gerex, mais le 6 janvier, les Soviétiques stoppèrent leur avancée près de Bixke et Sambek. 2 facteurs topographiques jouèrent contre l'offensive. D'abord, dans les collines de Gerex et Pilis, il était facile pour les Soviétiques d'établir des barricades avec des canons anti-chars. Ensuite, l'étroite poche qui se serait formée le long du Danube aurait été brisée sans trop d'efforts par les Soviétiques. Dans ces événements, les Soviétiques furent habiles à ralentir l'assaut des chars allemands et à garantir que leurs réserves aient suffisamment de marge de manœuvre. Le 2 janvier, le 18e corps blindé soviétique rejoignit la bataille, suivi le 3 janvier par 3 autres unités de mouvement rapide. Dans la région de Bixke, objectif principal de l'offensive allemande, la 5e division Wiking se heurta à un régiment de chars lourds, 4 régiments de canons d'assaut, 3 divisions de fusiliers, une brigade mécanisée et 6 bataillons techniques, 2 à 3 fois la force des Allemands. La même chose se produisit dans d'autres endroits le long de l'axe de l'attaque allemande, où, le 4 janvier, le 1er corps mécanisé de la garde arriva également d'Adoni. Ainsi, pas moins de 5 corps soviétiques mécanisés, blindés ou de cavalerie furent alignés contre le principal effort allemand pour tenter de porter secours, bloquant toute avancée vers Budapest. Les pertes germano-hongroises entre le 1er et le 7 janvier s'élevèrent à environ 3500 hommes du 4e corps Panzer SS, parmi les morts, blessés et disparus. En outre, la perte de 39 véhicules blindés fut significative, étant donné les maigres ressources disponibles à ce stade de la guerre. Pendant ce temps, Fyodor Tolboukhin, commandant du 3e front ukrainien, avait également pris des mesures pour empêcher une fuite allemande de Budapest. Il avait érigé des lignes défensives avec des canons anti-chars, faisant face à la fois aux forces de secours et aux éventuels fugitifs. Et le 3 janvier, il ordonna la cessation des attaques contre Buda pour libérer davantage de troupes. Le 6 janvier, 7 divisions, approximativement de la même taille que toutes les forces allemandes et hongroises dans la capitale, furent positionnées entre Sambek et Tigny. En cas de fuite, les fugitifs auraient d'abord dû briser l'anneau de siège autour de la ville, puis, après une longue marche, affronter cette formidable 2e ligne défensive. Les chances d'une fuite organisée dans toute direction autre que le nord étaient par conséquent impossibles, et une fuite vers le nord n'aurait pu réussir que si les tentatives de secours allemandes dans les collines de Pilis n'avaient pas été arrêtées, ce qui fut finalement le cas. Heinz Guderian, ignorant de la situation réelle, prévoyait d'incorporer les défenseurs à l'offensive en difficulté. En plus de tenir la capitale, il devait lancer une attaque vers le nord-ouest pour aider les opérations des unités de secours. Le commandement du groupe d'armées allemand, de manière plus réaliste, recommanda que la tête de pont orientale soit abandonnée le 9 janvier et qu'une percée soit effectuée vers le nord-ouest, ou à défaut, que les troupes se frayaient un chemin à travers l'encerclement en petites unités de combat indépendantes. Cependant, cela fut rejeté par Hitler. Konrad Ier n'avait pas donné de résultats satisfaisants, et il était temps de lancer la 2e phase. Konrad II, poursuivant les efforts allemands pour briser le siège soviétique autour de Budapest,
Le 7 janvier 1945, l'opération Konrad II débuta, marquant une autre tentative désespérée de rompre l'encerclement entourant Budapest et d'apporter le secours nécessaire aux troupes piégées dans la ville. Après l'échec de la première opération, Totenkopf et Wiking lancèrent une attaque visant à atteindre le centre de la ville. L'assaut, baptisé Opération Konrad II, fut lancé le 7 janvier depuis le sud d'Esztergom. Il atteignit les banlieues nord de Budapest. Le 12 janvier, l'infanterie motorisée de la division Wiking aperçut l'horizon de la capitale hongroise. Cependant, le corps de Gilles était trop étendu et vulnérable, et il reçut l'ordre de se retirer. Le 4e corps Panzer SS, sous le commandement du général Otto Wöhler, lança l'assaut depuis Esztergom, situé au nord de Budapest, avec la détermination d'atteindre et de capturer l'aéroport de la ville. Dans l'espoir d'ouvrir un corridor vital pour le transport aérien de ravitaillement et de renfort, les troupes de l'Axe furent confrontées à un terrain difficile et à une résistance féroce de la part des forces soviétiques défendant la zone. À mesure qu'ils se rapprochaient de l'aéroport, ils rencontrèrent une opposition de plus en plus forte de la part des forces soviétiques qui étaient déterminées à maintenir leur contrôle sur cette position stratégique clé. Les combats furent intenses et brutaux, avec des affrontements au corps à corps et un échange constant de tirs qui causa de lourdes pertes des deux côtés. Les forces soviétiques, bien retranchées et décidées à défendre leur position, résistèrent aux attaques du 4e corps Panzer SS avec ténacité et férocité, frustrant leur tentative de capturer l'aéroport et de sécuriser un corridor de ravitaillement vital pour la ville. Enfer dans les rues, l'épique bataille de Budapest avec la SS. Au cœur de Budapest, alors que le siège se prolongeait, l'angoisse et la souffrance de la population civile atteignaient des niveaux inimaginables. Les rues, autrefois pleines de vie et d'animation, se transformèrent en un terrible théâtre de combats et de désespoir. Chaque bâtiment, chaque coin de rue devenait un champ de bataille où les citoyens luttaient pour survivre. Des dizaines de milliers de personnes perdirent la vie, furent blessées ou se virent contraintes de fuir leur foyer à cause de la violence implacable des combats et des ravages de la guerre. Les bâtiments emblématiques de la ville, autrefois symboles de sa grandeur, furent réduits en tas de décombres, tandis que les hôpitaux, les écoles et les habitations se transformaient en ruines fumantes. La pénurie de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux adéquats ajoutait à l'horreur quotidienne de la population civile, prise dans un cycle interminable de souffrance. Chaque jour était une lutte pour trouver de quoi se nourrir, accéder à de l'eau propre ou recevoir des soins pour les blessures causées par les bombardements et les combats de rue. En plein milieu de cet affrontement brutal, le désespoir et la désolation s'emparaient de plus en plus de la ville assiégée. À mesure que les combats s'intensifiaient dans les rues de Budapest, la désolation et la brutalité atteignirent des niveaux sans précédent. La perte de l'aéroport stratégique de Ferihegy le 27 décembre 1944, juste avant le début du siège, intensifia l'urgence des ravitaillements pour les troupes allemandes. Jusqu'au 9 janvier 1945, elle parvenait encore à utiliser certaines des avenues principales et la zone autour du château de Buda comme point d'atterrissage pour avions et planeurs, malgré les bombardements constants de l'artillerie soviétique qui rôdait dans les environs. Avant que le Danube ne soit complètement gelé, certains ravitaillements parvenaient à entrer dans la ville par barge, profitant de la protection offerte par l'obscurité et le brouillard épais qui enveloppait la région. Cependant, la pénurie de nourriture devenait de plus en plus suffocante, forçant les soldats à chercher désespérément toute source de subsistance disponible, allant même jusqu'à consommer leurs propres chevaux, compagnons de bataille devenus des ressources rares pour survivre. Les températures extrêmes de l'hiver, qui gelaient les rues et recouvraient tout d'une épaisse couche de neige et de glace, ajoutaient une couche supplémentaire de souffrance pour les troupes, tant allemandes que hongroises. Au milieu de ces conditions difficiles, elles se battaient courageusement contre les éléments, en plus de faire face à l'avancée féroce des forces ennemies. Chaque jour,
était une bataille non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre la nature qui semblait s'allier contre eux. Les troupes soviétiques, tout comme leurs adversaires allemands à Stalingrad, furent piégées dans une impitoyable bataille urbaine. Elles tirèrent parti du terrain urbain, utilisant des tireurs d'élite et des démineurs pour progresser et déstabiliser les défenses ennemies. À la mi-janvier, l'île de Tsepel tomba aux mains des Soviétiques, ainsi que ses usines militaires, qui continuaient à produire des armes même sous le feu ennemi. Pendant ce temps, à Pest, la situation des forces de l'Axe devenait de plus en plus précaire, avec le risque imminent d'être divisé par l'avancée soviétique. Le 17 janvier 1945, Hitler céda et ordonna le retrait des troupes restantes de Pest pour tenter de défendre Buda. Les 5 ponts qui traversaient le Danube étaient congestionnés par le trafic, ce qui compliquait l'évacuation des troupes et des civils. Finalement, le 18 janvier, les troupes allemandes détruisirent les ponts, y compris le célèbre pont des Chênes, malgré les protestations des officiers hongrois. Le dernier espoir, l'épopée de l'opération Konrad III à Budapest. Comme ultime et plus ambitieuse tentative de sauvetage, les forces allemandes lancèrent l'opération Konrad III le 18 janvier 1945. Au cours des combats, le 3e front ukrainien soviétique subit le poids de l'attaque de la 6e armée allemande. À la tête de l'assaut se trouvait le 4e corps Panzer SS, qui, avec 3 divisions blindées et le 3e corps Panzer, comptait un total de 376 panzers opérationnels au début de l'offensive. La 4e armée de la garde, avec seulement 250 chars opérationnels, avait une intelligence déficiente qui échoua complètement à détecter l'arrivée du 4e corps Panzer SS devant elle. Les sections de renseignement des 2e et 3e fronts ukrainiens pensaient à tort que les SS étaient déployés à l'ouest de la Hongrie. Avec le soutien de la puissance aérienne allemande, l'attaque des SS réussit à obtenir une surprise totale, la 4e armée de la garde soviétique étant envahie en moins de 2 jours, tandis que les 3e et 5e divisions Panzer SS, bien équipées de chars Panther, supérieurs aux T-34 soviétiques, détruisirent de nombreux chars soviétiques en succession rapide. Le 18e corps blindé et le 130e corps de fusiliers soviétiques furent encerclés, et les chars des SS écrasèrent une contre-attaque du 7e corps mécanisé. Cependant, les Allemands manquaient d'infanterie pour rapidement réduire ses poches, et une grande partie des forces soviétiques put s'échapper. À la fin du premier jour, une brèche de 30 km de large et 60 km de profondeur avait été créée dans la ligne de front soviétique, et les chars des SS atteignirent le Danube le 19 janvier, divisant en 2 les forces soviétiques en Transdanubie. Le 21 janvier, les Allemands avaient capturé 400 km² de territoire, un exploit comparable aux avancées allemandes initiales lors de l'offensive des Ardennes sur le front occidental en décembre 1944. La situation au point de passage soviétique sur le Danube frôlait la panique. Soumise à des attaques constantes de la Luftwaffe, 40 000 soldats soviétiques et de grandes quantités de matériel militaire furent transférés sur la rive est pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Allemands. La ville hongroise de 40 000 habitants, Székesfehérvár, point clé de transit des approvisionnements, fut capturée par l'Axe le 22 janvier après des combats acharnés. Les 19 et 20 janvier, il n'y avait pratiquement pas de troupes soviétiques entre les pointes de lance du 4e corps Panzer et la garnison de l'Axe à Budapest. Le 3e front ukrainien transféra le 5e corps de cavalerie avec 100 chars, 360 pièces d'artillerie, 3 régiments de canons anti-chars et 6 régiments d'artillerie pour bloquer la brèche. La 3e division Panzer SS Totenkopf progressa vers les défenses soviétiques et se trouvait à 25 km de la poche de Budapest le 26 janvier. La 1re division Panzer perça les lignes défensives soviétiques près de Val et établit un contact radio avec les défenseurs de Budapest. Cependant, le commandant de la 6e armée, Hermann Balck, ordonna de se retirer, provoquant l'indignation d'Herbert Gill, le commandant du 4e corps Panzer SS,
La raison principale derrière cet ordre était le manque d'infanterie dans le corps, ce qui signifiait des lignes de sécurité longues et vulnérables. Le 27 janvier 1945, les forces de secours ne purent atteindre leur objectif, malgré une avancée de 24 km dans les lignes soviétiques et la destruction du 135e corps de fusiliers. Les défenseurs de Budapest demandèrent la permission d'abandonner la ville et de s'échapper de l'encerclement, mais Hitler refusa. Le redéploiement rapide de plus de troupes de l'armée rouge empêcha l'avancée allemande, repoussant les forces allemandes affaiblies le 28 janvier. À la fin de ce mois, la 5e division Panzer-SS Viking et la 3e division Panzer-SS Totenkopf avaient subi 8000 pertes, dont 200 officiers. La 3e division Totenkopf et la 5e division Viking furent retirées vers l'ouest, exécutant une retraite combative de Budapest vers la région proche du lac Balaton, où la 6e armée Panzer-SS, sous le commandement de l'Oberstgruppenführer Joseph Dietrich, se concentrait en vue de la prochaine opération Réveil du printemps. La bataille de Buda, épicentre de la lutte et du courage. Contrairement à Pest, qui s'étend sur un terrain plat, Buda fut érigée sur des hauteurs. Cette disposition favorisait les défenseurs, qui purent placer de l'artillerie et des structures défensives au-dessus des attaquants, ralentissant ainsi considérablement l'avance soviétique. La principale fortification, connue sous le nom de colline Geller, fut défendue par des troupes de la Waffen-SS qui réussirent à repousser plusieurs assauts soviétiques. À proximité, des combats acharnés se déroulaient dans le cimetière de la ville, parmi les tombes frappées par les obus. Une confrontation qui allait durer plusieurs jours. Le 11 février 1945, après 6 semaines de combats intenses, la colline Geller finit par tomber. Les Soviétiques lancèrent une attaque énergique depuis 3 directions simultanément. L'artillerie ennemie parvint à dominer toute la ville, bombardant les derniers défenseurs de l'axe, concentrés sur moins de 2 km² et souffrant de malnutrition et de maladies. Malgré la pénurie de ravitaillement, les forces de l'axe refusèrent de capituler et défendirent chaque rue et chaque maison avec détermination. À ce stade, certains soldats hongrois capturés désertèrent et rejoignirent la lutte du côté soviétique, formant ce que l'on appela le Régiment des volontaires de Buda. Après avoir capturé la gare du Sud dans une bataille sanglante de 2 jours, les troupes soviétiques avancèrent vers une éminence du cœur de Buda, appelée la colline du Château, qui fut témoin de violents affrontements entre les derniers défenseurs allemands et les forces soviétiques attaquantes. Cette élévation offrait non seulement une vue stratégique sur la ville, mais elle était également fortement fortifiée par les forces de l'Axe, en faisant une place forte que les attaquants soviétiques devaient conquérir à tout prix. L'assaut soviétique sur la colline du Château fut précédé par une intense préparation d'artillerie et des bombardements aériens destinés à affaiblir les défenses de l'Axe et à désorganiser leurs troupes. Une fois l'assaut terrestre commencé, les soldats soviétiques furent confrontés à une résistance féroce et tenace de la part des forces de l'Axe, qui défendaient chaque position avec une détermination implacable. Le 10 février, après des combats acharnés et violents, les marines soviétiques parvinrent à établir une tête de pont sur la colline du Château, la coupant presque en deux et réduisant considérablement la garnison restante. De cette manière, ils consolidèrent leur contrôle sur la colline et se rapprochèrent un peu plus de la victoire dans la bataille pour Buda. Fuite et reddition, la chute de Budapest et le crépuscule des SS. Au milieu du siège implacable de Budapest et sous les ordres stricts de Hitler de ne pas abandonner la ville, le commandant allemand Pfeffer-Wildenbruch se retrouvait dans une situation désespérée. Les approvisionnements par planeur et parachutage avaient cessé, laissant les forces assiégées dans une situation critique, sans espoir de secours. Face à l'urgence, Pfeffer-Wildenbruch prit une décision audacieuse et peu conventionnelle: organiser l'évacuation des derniers éléments de ses troupes de Budapest.
il décida étonnamment d'inclure le général hongrois Ivan Indy dans cette ultime tentative désespérée de s'échapper de la ville assiégée. Dans la nuit du 11 février, environ 28 000 soldats allemands et hongrois, accompagnés de milliers de civils, entreprirent une marche risquée vers le nord-ouest, s'éloignant des défenses de la colline du château. Divisés en 3 vagues, ils traversèrent des terrains enneigés et glacés, traînant avec eux des familles entières dans un défilé sombre et déchirant. Un épais brouillard leur offrit un voile de protection temporaire, alors qu'ils quittèrent la ville, utilisant l'effet de surprise pour dérouter les troupes soviétiques qui attendaient de les embusquer près de Shell-Kalmanter. La première vague parvint à surprendre les soldats et l'artillerie ennemie, permettant à beaucoup de s'enfuir vers la liberté. Cependant, les deuxième et troisième vagues n'eurent pas autant de chance. Les forces soviétiques, alertées par le mouvement, encerclèrent rapidement la zone d'évasion, déclenchant un enfer de feu et d'éclats d'obus qui causa un lourd tribut en vies humaines. Malgré le courage et la détermination des fugitifs, des milliers périrent sous le bombardement impitoyable de l'ennemi. La plupart des fugitifs, dont Pfeffer Wildenbruch et Indy, ne purent échapper à leur destin inévitable. Capturés par les troupes soviétiques qui les guettaient, leur tentative courageuse d'échapper à la tragédie de Budapest se termina en captivité et, pour beaucoup, par une fin tragique. Le 13 février 1945, après des semaines de résistance acharnée et de combats déchirants, les derniers défenseurs de Budapest capitulèrent finalement, avec des pertes militaires dévastatrices qui laissèrent des divisions entières pratiquement anéanties. Parmi les unités allemandes touchées se trouvait la 13e division Panzer, la 61e division Panzergrenadier Feldherrnal, la 8e division de cavalerie SS Florian Geyer, ainsi que l'anéantissement presque complet du premier corps hongrois et de plusieurs divisions d'infanterie et blindés. En revanche, les forces soviétiques payèrent également un lourd tribut, avec des estimations de pertes allant de 100 000 à 160 000 soldats. Cependant, le nombre de prisonniers revendiqués par les soviétiques, qui affirmèrent avoir capturé 110 000 combattants allemands et hongrois, fit l'objet de controverses en raison de l'inclusion de milliers de civils hongrois dans le décompte des prisonniers de guerre. La dévastation infligée à Budapest fut catastrophique, plus de 80% de ces bâtiments ayant été réduits en ruines, et les 7 ponts traversant le Danube détruits, y compris des structures historiques comme le bâtiment du Parlement hongrois et le château. De plus, des milliers d'Allemands ethniques hongrois furent arrêtés et transportés en Union soviétique comme travailleurs forcés, et plus d'un demi-million de Hongrois, dont entre 100 000 et 170 000 Allemands ethniques hongrois, furent déportés dans des camps de travail dans des conditions inhumaines. Le siège de Budapest marqua la fin d'une ère pour les Allemands sur le front sud, épuisant encore davantage les ressources de la Wehrmacht et des Waffen-SS. Pour les Soviétiques, ce fut une répétition générale avant la bataille de Berlin, et cela ouvrit la voie à l'offensive de Vienne, qui culmina avec la chute de la ville le 13 avril 1945. Après la reddition de la ville, une tragédie humaine d'une ampleur inimaginable se déroula dans les rues de la ville. Environ 38 000 civils, pris dans le tourbillon de la guerre, trouvèrent la mort dans des conditions déchirantes. Parmi eux, environ 13 000 perdirent la vie en raison des actions directes de la guerre, tandis que 25 000 autres succombèrent à la famine, aux maladies et à d'autres causes liées à la faim et au désespoir qui régnaient dans la ville assiégée. Cependant, au milieu de ces chiffres accablants de souffrance et de pertes, un horreur particulièrement atroce se distingue, les exécutions massives perpétrées par le parti nationaliste hongrois d'extrême droite, la Croix fléchée. On estime qu'environ 15 000 personnes furent victimes de ces atrocités, marquant l'un des épisodes les plus sombres et les plus sinistres de l'histoire de Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale.
Bien que l'état-major soviétique ait émis des directives strictes pour prévenir les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux civils, et que des mesures fermes aient été prises contre ceux qui désobéissaient à ces ordres, la fin des hostilités n'apporta pas la paix et le calme escompté. En outre, des criminels locaux et des éléments de l'armée soviétique perpétrèrent une série d'excès déchirants, notamment des pillages indiscriminés et des viols de masse. Bien que les soviétiques aient souvent offert une protection aux enfants et à des familles entières, maintenant un tabou contre les atteintes aux mineurs, un nombre significatif de femmes et de filles furent victimes de viols brutaux. Les estimations du nombre de victimes varient considérablement, reflétant la complexité et la brutalité de la situation. On estime que le nombre de femmes et de filles ayant subi des violences sexuelles se situe entre 5 000 et 200 000, une indication horrifiante de la souffrance humaine qui accompagna le siège de Budapest et ses conséquences.